Bonjour à tous, je pense qu'on peut démarrer. Du coup, on va se présenter. Donc, je suis Mehdi Abderrazik, je suis Data Governance Lead chez Technip Energies. Et je suis accompagné du coup de Quentin Rivet, consultant Wavestone, qui nous accompagne dans la mise en place du Data Catalogue. Et nous sommes très heureux du coup de vous partager notre expérience, notre fabuleuse aventure de transformation digitale au sein de Technip et surtout comment le Data Catalogue a eu un rôle central dans cette transformation digitale. Avant de démarrer, quelques chiffres sur Technip Energies et ce qu'on fait. Donc, Technip Energies est une entreprise leader dans la conception, la construction d'infrastructures énergétiques, notamment de centrales de production de gaz liquéfié, de projets de captation et de stockage carbone. On est environ 15 000 employés étalés sur 35 pays. Alors ça c'est aussi un des challenges, notamment sur l'acculturation à la donnée, l'importance de valoriser la donnée. Et on a plus de 65 ans d'expérience, d'histoire, même si administrativement, on a été créé il y a 2 ans suite à la scission avec Technip FMC, ce qui vous fait de nous une start-up avec quand même une vieille histoire. Donc pour commencer, on a un motto chez Technip Energies. Le motto, c'est « Together, let's energize the data ». Ça le fait un peu moins en français, c'est pour ça qu'on l'a mis en anglais. D'ailleurs, tout le deck est en anglais. Donc, c'est vraiment ensemble, énergisons la donnée et traitons-la comme une énergie, une valeur énergétique. Donc, il faudrait qu'elle soit le plus clean possible, mise en qualité, qu'elle soit disponible pour tout le monde et qu'elle soit utilisée de manière efficiente, responsable par l'ensemble des collaborateurs. Donc pour y contribuer, on a lancé une fusée avec une tête explosive qui est la valeur de nos différents cas d'usage qu'on lance. Le moteur, comme vous le voyez, c'est les collaborateurs de Technip Energies. Alors c'est un moteur, on ne brûle pas nos collaborateurs. On les prend comme vraiment moteur de la conduite du changement et de la transformation digitale du groupe. Donc sur cette partie, le premier étage, c'est vraiment un pilier où on a pour objectif de sensibiliser et responsabiliser les gens à l'importance de la donnée. On a mis en place toute une série d'accompagnements, notamment une charte data d'entreprise qu'on a co-construite avec une 60aine de personnes et qui reprend en gros les principes clés de la gestion, de la maîtrise de la donnée au sein de l'entreprise. Donc faire attention à la qualité, penser globale et pas forcément locale. Utiliser la donnée de façon responsable, par exemple. On a également mis en place une série de formations sur différents profils où on forme les collaborateurs à des métiers tels que la data analyst ou même data scientist. Donc là, ça c'est tout récent. C'est la deuxième cohorte qu'on a lancée avec 40 collaborateurs qui ont été sélectionnés sur le volet et qu'on forme durant 1 an à devenir data scientist. Donc voilà, on les sélectionne aussi pour qu'ils soient dans différents départements, différents business units, également sur une zone géographique assez large pour qu'ils soient réellement finalement nos relais sur le terrain et qu'ils puissent prêcher aussi la bonne parole au sein de leurs équipes. Sur la partie data gouvernance, c'est un autre pilier extrêmement important. C'est vraiment les fondations, mettre en place les règles, les processus, les rôles liés à la gouvernance de données pour que la donnée soit le plus compréhensible possible, accessible, qu'elle soit protégée également du coup de qualité. Et pour ce faire, on a mappé toute l'entreprise avec des data domaines. Donc aujourd'hui, on en a 15. Ça fait un sacré paquet, mais qui sont vraiment étalés sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Des fonctions support comme le sales and marketing, le legal, donc le juridique, jusqu'aux activités cœur comme la construction ou l'ingénierie ou le design. Et donc sur chacun de ces data domaines, on va retrouver des data domain owners qui ont aujourd'hui un rôle assez important et aussi un niveau hiérarchique dans l'entreprise assez important qui permet un sponsorship important. Et donc, tout ça, ça crée effectivement une dynamique qu'on attend autour de la donnée. Ils sont bien sûr assistés de data stewards qui ont un rôle un peu plus opérationnel dans l'exercice.
Donc sur ces rôles-là, on leur demande déjà d'identifier quelles sont les données qu'ils créent au sein de leur domaine. On leur demande de les définir pour qu'elles soient compréhensibles. On leur demande d'identifier quelles sont les sources, les golden sources, donc les sources où sont gérées tout le cycle de vie de la donnée. Et finalement, on travaille aussi avec eux à identifier quels sont les points de douleur et les initiatives autour de la donnée qu'on pourrait lancer. Donc ils ont un rôle aussi important de priorisation de ces différentes initiatives au sein de leur domaine. Donc pour les aider à mettre en œuvre cette gouvernance et aussi nous permettre à valoriser toutes les données de l'entreprise, un certain nombre, on a un troisième pilier qui est la partie technologie, qui est orientée autour d'une data platform qu'on appelle Easy Data, et avec 5 outils principaux qu'on a mis en place. Donc on a le premier Easy Insight, qui est l'outil on va dire de recherche avancée sur des bases, massives de fichiers PDF. On utilise la technologie de Cinequa pour faire cela. On a EasyChat, qui est notre chat GPT interne. On a réussi à internaliser, en travaillant avec Microsoft, notre chat GPT, et qui, du coup, s'alimente des données d'entreprise. On a Easy Intelligence, qui est vraiment notre software de développement low-code, donc qui n'utilise pas forcément beaucoup de code, c'est vraiment des modules un peu prédéfinis. On utilise Dataiku pour ça, pour développer nos cas d'usage d'intelligence artificielle. Easy Interactive, c'est notre outil de DataVis Power BI. Et finalement, le Easy Inventory, qui est notre data catalogue. On utilise pour cela le Data Galaxy. Et pour nous, ce dernier outil est vraiment central dans la réussite et l'orchestration de tous les autres outils digitaux qu'on a mis en place. C'est un outil qui permet on l'a dit, data discovery, mais de comprendre réellement la donnée, à quoi elle sert. Ça nous permet également d'identifier où elles sont stockées. Et comme je disais, les différentes sources de données, où est la golden source, où est-ce que la donnée est envoyée, donc tous les flux aussi liés à la donnée, à quoi elle sert également cette donnée-là. Qui est responsable, donc toutes les notions de data domain owner, data steward également sont listées là-dedans. Et c'est un outil qui centralise aussi toutes ces informations-là et qui est un moteur de recherche aussi extrêmement performant et qui permet rapidement d'avoir toutes ces informations. Donc, vous l'aurez compris, on a mis en place un data catalogue pour éviter de ressembler à cette personne-là. Aujourd'hui, ça se fait un peu plus dans le sourire, on va dire. Et avant de passer sur la partie implémentation et comment on l'a déployé, je voulais rapidement revenir sur les bénéfices qu'on a identifiés, nous, dans l'implémentation d'un data catalogue, et notamment Data Galaxy, je tiens à le souligner aussi. C'est vraiment un outil collaboratif, donc on a vraiment toute la maîtrise de la data governance, d'identifier quelles sont les données à mettre en qualité, on peut flaguer ça, assigner des tâches aussi à des gens via des fonctionnalités disponibles dans l'outil. Donc on peut faire un suivi vraiment très proche de toute la mise en place de la data gouvernance. Il y a également un aspect ergonomique essentiel, notamment pour l'adoption. On s'est rendu compte, il n'y a pas longtemps, il y a un widget qui est sorti sur Chrome et qui permet, sur le navigateur, directement de sélectionner une information, cliquer droit et la rechercher dans le data catalogue. Et ça s'ouvre sur une page, c'est inscrit dans le navigateur, ce qui est assez remarquable. Donc pas besoin d'aller se connecter sur la plateforme Data Galaxy, c'est directement inscrit dans le navigateur. Faciliter, bien sûr, le travail des data stewards. Jusqu'à présent, beaucoup de data stewards avaient des fichiers PPT, PowerPoint, avec la liste des définitions de leurs données et un versionning, bien sûr, qui changeait assez régulièrement. Ils étaient obligés d'envoyer cette version-là à un certain nombre de collaborateurs. Aujourd'hui, avec le data catalogue, c'est centralisé. Il suffit juste d'un lien et la donnée, du coup, est mise à jour par le data steward directement dans l'outil. Et donc, ça permet vraiment d'économiser des charges quand même assez importantes. L'autre aspect, c'est également nous permet d'identifier des styles on appelle ça des doublons, des concepts en doublons, où certaines notions ont le même mot,
dans différents domaines, mais ne veut pas dire la même chose. Et donc ça, avec un outil qui centralise l'ensemble des définitions et données, on est capable de voir quelles sont les données qu'on devrait standardiser dans l'entreprise. Ça, c'est assez énorme. Et finalement, la partie readability, donc tout ce qui est lié à la compréhension des flux de données, d'où elles viennent, comment elles sont traitées, comment elles sont transformées et à quoi elles sont utilisées, est assez bluffante. Ça nous permet de faire aussi des analyses d'impact si jamais on a une modification dans telle ou telle donnée, voir qui contacter pour donner cette information. Donc voilà, je vais laisser la parole à Quentin sur la partie déploiement. Quentin. Alors, merci beaucoup Mehdi. Donc sur la partie déploiement, on a choisi de mettre en place 3 règles d'or qui permettaient de faciliter l'adoption de l'outil au sein de l'entreprise. La première, c'était d'avoir une approche centrée sur les use cases. La seconde, c'était de faciliter au maximum la vie des utilisateurs, qu'on a scindé en 2 parties différentes, qui sont les viewers et les writers. Donc les writers, ce sera tout ce qui est data steward, data domain, ceux qui vont compléter et renseigner les données et les métadatas sur l'outil. Et l'autre partie, ce seront tous les collaborateurs de Technip Energies qui viendront chercher l'information. Ça peut être aussi des data scientists, par exemple. Et la dernière, qui est vraiment primordiale, c'est ne pas négliger l'aspect communication sur l'outil et sur la mise en place de l'outil. Pour ce qui est donc d'avoir une approche centrée sur les use cases, ça nous permet, en priorisant les use cases, ça nous a permis d'adopter des use cases les plus transverses possibles, donc c'est-à-dire qu'ils viennent toucher un maximum de domaines, donc les domaines qu'a présenté Mehdi, ce qui va favoriser la mise en place de la gouvernance. Donc directement on pourra former les data domain owners à l'outil, mais aussi leurs data stewards, identifier des data stewards. Et donc, par la suite, une fois que ces data stewards seront mis en place, les utilisateurs, les collaborateurs de Technip pourront aller chercher des informations aussi bien sur la partie légale que sur la partie engineering. Donc voilà, donc une partie transverse en termes de data domain, mais aussi en termes de modules. Donc on a identifié des use cases qui permettaient de démontrer l'utilité de l'outil dans sa globalité. Donc comme on a vu, il y a des outils de linéage, par exemple, mais aussi de définition de la donnée, pour lier, en fait, pour voir aussi l'usage qu'on peut avoir de la donnée, afin de, s'il y a des modifications, comme l'a précisé Mehdi, voir quel en sera l'impact. Donc on a construit, en fait, on s'est forgé des convictions à partir de la mise en place de ces use cases, afin que l'outil soit plus adapté possible à l'architecture de la donnée de l'entreprise et aux autres outils que nous avons, qu'a présenté aussi Mehdi, que nous avons développés et déployés. Pour la partie supporter au maximum les utilisateurs, on a mis en place des guides utilisateurs pour donc les data stewards, toutes les personnes qui vont venir renseigner et compléter le data catalogue. Donc on a forgé avec eux, durant ces use cases, on a forgé avec eux une sorte de user guide et aussi des règles de grand-mère, on a appelé ça comme ça, afin de favoriser la définition des données de manière à ce qu'elle soit compréhensible par une grand-mère. Donc voilà, on a développé tout ça, mais aussi la mise en place d'un knowledge hub pour que chacun puisse aller chercher les informations le plus rapidement possible et que toutes les personnes au sein de Technip puissent comprendre comment fonctionne l'outil et quelle est son utilisation et voilà, ces différents modules. Et sur la partie communication, ça découle aussi en partie de notre approche sur les use cases, étant donné qu'on a choisi de communiquer par succès que nous avons sur l'outil. Donc c'est-à-dire que, étant donné qu'on va travailler sur un use case, par exemple sur les RH, ça va nous permettre de cibler la population qui sera utilitaire en fait, des données qui ont été renseignées et de la metadata sur ces données-là. Et donc, à chaque fois que nous avons complété un use case, nous pouvons communiquer dessus et favoriser l'utilisation de l'outil. On a aussi essayé de gamifier la communication afin de la rendre le plus ludique possible, donc avec notamment un serious game qui est sur le digital de manière générale dans l'entreprise. Mais au cœur de ce serious game, il y a quand même cette idée que le data catalogue permet de favoriser tout le digital dans l'entreprise. Et aussi, on met en place des chasses au trésor
pour faire comprendre et favoriser en fait la compréhension de l'outil, comment son fonctionnement et autres. Donc les gens vont aller directement sur le user guide, essayer de comprendre comment ça fonctionne et trouver une donnée et autres avec des prix à la clé. Et enfin, on essaie de construire une communauté forte autour du data catalogue afin que les data stewards soient eux-mêmes porteurs de l'outil, qu'ils soient représentants de l'outil au sein de leurs équipes, étant donné que c'est très centré business. Ça favorise la communication typiquement, si on est sur la mise en place d'un cas d'usage d'intelligence artificielle, le fait qu'on ait cette communauté qui soit déployée tout au sein de Technip, ça favorise justement la compréhension de l'outil et le développement de ce genre d'études de cas. Donc si vous voulez, on va passer à la partie questions et réponses. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, il faut un petit micro. Il faut un petit micro pour les questions. Tu prends celui-là, je prends celui-là. Très bien. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Bonjour. Merci pour la présentation, très claire. J'avais une petite question. Vous me parlez de 15 data domain owners. Oui. Chez vous, cela représenterait une population de combien de personnes du côté des data stewards ? Très bonne question. Ça va être extrêmement hétérogène en fonction des data domaines. On a certains data domaines avec une dizaine de data stewards responsables de la donnée. D'autres, on n'en a qu'un ou une. Donc là, aujourd'hui, sur les 15, je dirais, je pense qu'on a en moyenne une quarantaine de data stewards aujourd'hui là-dessus. Ce qui fait, ça fait une moyenne de 3 data stewards par data domaine. Ouais. Et bon, le désavantage aussi d'avoir une population data domain owner quand même assez haut niveau, je dirais que c'est, du coup, ils mettent un peu moins la main à la pâte, quoi. Du coup, leur rôle de owner de la donnée est vraiment très diffuse au sein des data stewards. Donc voilà, ça nous fait une quarantaine et c'est vraiment en fonction des cas d'usage aussi qu'on les sollicite. Merci. Merci. Bonjour. Par rapport au data steward, c'est bien un collaborateur métier. C'est un rôle que le data steward pour bien implémenter parce qu'on. Oui. Alors, ouais, tout à fait. Data steward, c'est vraiment une personne qui vient du métier, qui vient du business. Son rôle, c'est vraiment de prendre à bras-le-corps finalement la responsabilité de la qualité de la donnée qu'il maîtrise, de la définir, de s'aligner avec ses collègues aussi s'il y a besoin d'aligner les définitions, de gérer aussi l'accessibilité à la donnée. C'est vraiment donner au business, tout ça. Donc oui, effectivement, pas du tout IT pour le coup. Oui, et du coup, vous les avez formés. Il y a eu justement par rapport à ces rôles. Oui, alors ça, c'est vrai que sur la mise en place de ces data domaines, ça a été fait il y a quelques années. Une fois qu'on les a identifiés, on a identifié les data domain owners qui ont nommé ensuite les data stewards, mais bien évidemment, on a fait toute une démarche de déploiement de ces data domains qui passait par effectivement des sessions d'acculturation, de formation, d'expliquer quels sont leurs rôles, ce qu'on attendait d'eux. Et bien sûr, la carotte au bout de ça, c'est qu'on va les aider, qu'on les aiderait à améliorer leur métier au quotidien. Enfin, c'est pas juste, il faut définir la donnée pour la définir. C'est pour réussir des initiatives liées à la donnée, liées à des points de douleur qu'on a identifiés. Et du coup, on les accompagne du coup au quotidien là-dessus. Oui, bonjour. Le data catalogue permet de décrire les données, donc c'est très descriptif. On voit l'origine de la donnée et autres, mais moi, si j'ai un besoin particulier, que je veux travailler sur un domaine de données, comment ça facilite l'accès à la donnée concrètement ? Alors, quand on parle d'accès, c'est vrai que le data catalogue, c'est vraiment du coup des métadonnées, donc c'est vraiment des informations sur la donnée. On a ce fameux lien qui montre également où se situe la donnée dans toutes les applications de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi ça à la main du data steward. Et sur l'accessibilité, nous, ce qu'on a mis en place, c'est que nos fameux rôles de data steward, data domain owner sont vraiment les personnes à contacter pour demander l'accès, les autorisations d'accès à la donnée. Si jamais on veut avoir une vision par domaine, comme vous dites, nous, du coup, on a travaillé avec Quentin sur la structuration du glossaire par domaine
Donc typiquement, une personne peut naviguer dans le data catalogue directement, faire un style de filtre par domaine et avoir l'ensemble des données qui sont gérées par le domaine. C'est un peu ça le fonctionnement. Et ensuite, bon, on a la possibilité, des fonctionnalités de taguer aussi les données, de les rentrer dans certaines familles, si jamais c'est pas forcément dans un domaine en particulier et que c'est transverse, typiquement processus d'achat qui peut être du legal, enfin, du juridique au service achat, potentiellement commercial. On peut taguer tout un processus de données et avoir une vision processus, et pas forcément siloté par domaine. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation déjà. Ça a peut-être déjà été un peu dit dedans, mais ça allait très vite, donc peut-être que je n'ai pas vu. Est-ce que vous estimez qu'il y a des prérequis pour mettre en place ce data catalogue? Est-ce qu'il y a des types d'entreprises, de structures pour lesquelles c'est plus adapté que d'autres, etc. Quel est votre avis là-dessus? Alors ouais, honnêtement, moi je vais parler uniquement de cette expérience-là, parce que c'est vraiment la première sur laquelle on a mis en place un data catalogue. Le prérequis, ça a beaucoup aidé déjà d'avoir une organisation, quand on parle de data gouvernance, une organisation autour de la donnée avec des rôles de responsabilité. Et typiquement, on avait déjà commencé le travail de lister les données qui sont sous l'ownership, sous la propriété des différents data domaines. On avait renseigné un fichier Excel simple avec les données, les définitions, d'où elles viennent, où est-ce qu'elles sont stockées, etc. Donc en fait, initialement, on avait fait ça avec les 15 data domaines. On a un style de business glossary d'entreprise qu'on avait sur Excel, concrètement. Donc je pense que cet exercice-là, il pourrait être fait, on n'a pas forcément besoin de l'outil dès le départ. On peut faire cet exercice-là au sein de l'entreprise. On peut commencer domaine par domaine et petit à petit. Et ensuite, c'était honnêtement une simple migration de ce qui a été fait dans Excel, dans le data catalogue assez facilement. Et ça peut aussi être un facilitateur justement quand on a déjà cette gouvernance qui est, comme Mehdi l'a dit, un prérequis. Ça peut être un facilitateur du déploiement et de définir l'ownership de chacune de ces données. Il y en a certaines qui seront multidomaines, il y a débat, il y a plusieurs définitions. Ça permet d'harmoniser en fait aussi tout ça. Donc ça peut être ce qui fait des chantiers parfois assez importants, assez conséquents, mais ça peut être le facilitateur de tout ça et le point de départ, justement. Oui. Pour faire le lien entre les données et les processus, vous avez mentionné la possibilité d'étiqueter les données liées à un processus. Est-ce que vous avez vu un intérêt à modéliser les processus sous l'angle des données, c'est-à-dire à chaque étape du processus, données consommées, données produites, quelles règles métiers appliquer aux données et quelles règles de qualité éventuellement? Ou est-ce que vous avez trouvé que c'était trop long et trop fastidieux? Honnêtement, aujourd'hui, on ne le fait pas. On sait qu'on est capable de le faire sur l'outil. Mais pour l'instant, on s'est vraiment focalisé sur les choses les plus basiques, c'est-à-dire un glossaire et les sources de données, éventuellement comment elles sont utilisées si on est amené à décrire par exemple un rapport BI ou autre. Mais tout cet aspect processus, honnêtement, on l'a pas encore exploré. Mais moi, honnêtement, je vois l'utilité de le faire, quoi. Ça pourrait être... Est-ce que vous avez question corollaire, est-ce que vous avez l'impression que ce serait utile de le faire sur certains processus stratégiques ou certains processus sur lesquels on a des problèmes de qualité de données, par exemple, particuliers? Exactement, ouais, tout à fait. Alors là, c'est clair qu'on ne travaillera jamais en mode Big Bang où on va essayer de mapper tous les processus d'entreprise. C'est vraiment ultra spécifique, comme l'a dit Quentin, même en termes de communication. Ça nous permet de cibler les gens à qui on doit communiquer ces nouvelles fonctionnalités et ces informations-là. Donc vraiment, leitmotiv, c'est cas d'usage par cas d'usage, est vraiment très précis à chaque fois. Et de toute façon, on n'a pas la charge pour le faire. Ce projet-là, honnêtement, il va durer des années, quoi. Enfin, ça limite infini, quoi. Moi, je vois pas le bout. On n'en voit pas le bout, mais il y a quand même une utilité. Très bien. Oui, il y a une question ici. Bonjour, je vous remercie pour la qualité de la présentation. Est-ce que vous avez essayé de chiffrer un ROI autour de ce projet Data Catalogue? Oui, très bonne question, les fameux ROI. Ouais. Sur la partie data gouvernance, data qualité, on nous a demandé de faire un ROI, notamment sur le data cataloging. Moi, honnêtement, j'ai milité contre. Enfin, je ne vois pas en quoi avoir une information claire
listé, centralisé dans un outil nécessiterait d'avoir un ROI à proprement parler, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment la base, quoi. C'est comme si on demandait de faire un ROI sur des choses vraiment triviales dans la vie, mais c'est pas le cas, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment des fondations non négligeables à mettre en place. Donc, on m'a demandé de le faire, je ne l'ai jamais fait, pour être honnête. Donc, voilà. Mais ça peut être fait. Enfin, je sais qu'il y a pas mal d'études, même sur la partie data quality, il y a des ROI qui peuvent être faits. Bon, enfin, ROI sur une qualité de données, pour moi, c'est une évidence, quoi. Et c'est aussi un facilitateur sur l'utilisation des autres outils qu'on a mis en place dans l'entreprise, avec un impact extrêmement transverse dans l'entreprise. Donc, c'est assez difficile. Si on veut faire le ROI, effectivement, on peut très bien le faire. Quand je parlais de charge aussi, des data stewards qui étaient là à mettre à jour des PowerPoint et à envoyer ça continuellement par mail à chaque sollicitation, typiquement, voilà, on prend la charge associée, on leur dit, voilà, ils ont économisé 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Enfin, pour moi, on pourrait faire le travail, mais je ne l'ai pas fait, honnêtement. Oui. Ouais, visiblement, c'est pour... Sur le lignage, j'ai l'impression que vous avez plutôt parlé du lignage horizontal, c'est-à-dire comment les données se propagent dans les différents systèmes d'information, tableau de bord, etc. Sur le lignage vertical, vous avez procédé de manière ascendante, descendante, c'est automatique Non, c'est pas automatique, malheureusement. C'est pas automatique. Alors, la seule automatisation qu'on a faite avec le data catalogue, c'est le brancher à la data platform, enfin brancher, extraire les métadonnées de la data platform et les mettre sur notre data catalogue. Donc on a les noms des différentes tables, on a les noms des différents databases qui sont dans la data platform. Mais autrement, tout le lignage, il est fait manuellement aujourd'hui. En gros, vous prenez la donnée d'usage et la variable dans le SI et vous tirez un trait manuel. Exactement. Grâce à l'expérience du data steward. Exactement. En gros, la variable dans le SI, c'est cette... Exactement, c'est lui qui atteste ça. Ouais. Je pense que c'est un travail qui peut être pré-mâché, mais aujourd'hui, on a voulu que le data steward vraiment prenne la responsabilité aussi de mettre ces différents liens et surtout les simplifier. Enfin, de temps en temps, on peut avoir un lignage peut-être assez complexe, mais si on tire un trait, on dit voilà, golden source, c'est très simple à comprendre pour un utilisateur. On va chercher la donnée ici et rien qu'ici. Et effectivement, il peut y avoir entre-temps des transformations de la donnée, mais ça, pour l'instant, on ne l'a pas mis en exergue. Merci. D'autres questions? Ok, ouais, on me dit que c'est terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Et à bientôt.